c'est la bataille finale entre les plus grands héros de l'humanité et leur ennemi démoniaque. Mais cette fois, nous ne suivons pas un héros surpuissant et glorifié. Au lieu de cela, notre protagoniste est juste un autre simple soldat faisant son travail avec diligence. Étant le minus qu'il est, un laser errant acéré traverse directement sa poitrine, un coup si puissant qu'il ne résiste même pas et le laisse simplement passer. Et cela conclut son histoire. Dans ces derniers instants, il regarde autour de lui ses compagnons soldats morts et dispersés sur le champ de bataille. Quant aux soi-disant plus grands héros, eh bien, ils sont enfermés dans un affrontement intense contre l'ennemi juré de l'humanité, le liquidateur. Parmi les héros, il y a 4 braves guerriers, chacun avec des traits uniques et des pouvoirs extravagants. Et puis il y a des gars comme notre garçon, des fantassins, jetés en pâture comme des pions sacrificiels. Ces gars sont fondamentalement comme des PNJ debout dans un coin sans dialogue. Leur but? Juste mourir. Il se sent pathétique, pensant à la maigre contribution qu'il a apportée à cette guerre. Si seulement il était né avec une sorte de talent. Mais aussi puissants que soient ces héros, ils n'ont pas non plus la moindre chance. Le liquidateur les tranche comme des concombres. Littéralement, un seul coup a suffi pour les anéantir. Il s'avère que ce monstre ne faisait que jouer avec sa proie depuis le début. Le sort de l'humanité est enfin scellé, du moins c'est ce que pensait Grelly. C'est alors qu'il se souvient que son cœur a déjà été réduit en miettes, et pourtant il n'est toujours pas mort. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est debout au milieu des ruines. Devant lui se trouve cet être omnipotent qui ne donne aucun contexte à ce qui se passe. Le type mystérieux affirme que le corps de Grey est déjà guéri, mais le plus fou, c'est qu'il s'est soigné lui-même en utilisant des pouvoirs enfouis au plus profond de lui depuis le début. L'entité poursuit en disant que Grey est en fait bien plus fort que le liquidateur, le même salaud qui a massacré tous ses héros comme des cochons. Cependant, il n'est pas sûr que Grey puisse même gérer ce pouvoir. Alors pour l'instant, l'entité prête à notre garçon une partie de son propre pouvoir, juste assez pour vaincre le liquidateur. De retour dans le monde réel, l'épée de Grey est instantanément entourée d'une énergie mystérieuse offerte par l'être tout-puissant. Sans perdre de temps, il met cette énergie à l'épreuve pour voir si c'est la vérité ou juste de la poudre aux yeux. Il s'avère que ce pouvoir est très puissant, à tel point que le liquidateur félicite Grey pour sa force. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Alors que Grey s'apprête à frapper à nouveau, bam. Il est coupé en deux comme les autres. Le sang jaillit de son corps sectionné alors que le liquidateur, curieusement, le félicite à nouveau. Il est la première personne à pousser le liquidateur assez loin pour qu'il doive se surpasser, mais le liquidateur va avoir une autre surprise. Grey n'a pas encore fini. Cette énergie noirâtre l'alimente. La moitié inférieure de son corps, qui avait disparu il y a une seconde, s'est maintenant reformée, entièrement faite d'énergie sombre. Frère passe en mode trèfle noir complet avec son épée massive. C'est un spectacle à voir, penser que quelqu'un pourrait réellement faire hésiter le liquidateur. L'ennemi ne voit pas d'autre option que de lever un bouclier en nid d'abeille pour protéger son triste corps. Grey ne ressemble même plus à un humain. Il s'écrase avec sa lame colossale, et l'impact envoie des ondes de choc littérales dans l'air. Le bouclier se brise en morceaux scintillants, et monsieur le prétentieux finit par manger de la merde avec toute la force du coup. Maintenant, le salaud se demande sérieusement si la chose qu'il combat est même humaine. Bon sang, il n'est même pas sûr que Grey soit encore en vie. Pendant ce temps, notre garçon se pose la même question. Mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est le combat. Et, oui, ce monstre est dur à cuire, mais notre garçon est également déterminé à faire le calcul et à démolir ce salaud. Il ne s'arrêtera pas tant que cette menace ne sera pas effacée. Il lance une autre entaille sauvage, et ce type effrayant commence à saigner ce sang doré effrayant. En réponse, le monstre sort une sorte de jutsu de niveau supérieur et fait pousser des ailes célestes. On dirait qu'il joue avec le temps lui-même. Le jour se transforme en nuit avec la lune brillant comme un projecteur des dieux. C'est assez impressionnant, et Grey l'admet, mais pas assez impressionnant pour ébranler sa confiance. Il met les gaz à fond, lançant une frappe préventive directement sur le cou du liquidateur, mais étonnamment, l'épée ne perce pas. Il y a une sorte de bouclier bizarre autour de lui à nouveau, puis il commence à jacasser des absurdités qui me passent complètement au-dessus de la tête. Apparemment, dans ce plan de crépuscule véritable, rien ne peut le blesser, ou du moins c'est ce que prétend ce salaud. Il dit à Grey de lever les yeux vers le ciel pour voir à quel point il est vraiment dans la merde. Eh bien, notre garçon lève les yeux par curiosité et voit une étoile aveuglante qui brille avec une intensité folle. Puis boum, cette chose s'écrase comme un putain de météore et anéantit Grey de l'existence. Le liquidateur se dresse victorieux, regardant le cratère laissé derrière lui. Mais, heureusement, cette entité mystérieuse d'avant réapparaît juste à temps pour tout rembobiner et renvoyer notre garçon dans le passé avec une seule mission, qui est de sauver le monde. Au fait, le nom de cet homme mystérieux est Chrono. Apparemment, lui et le liquidateur ont une sorte d'histoire, mais personne ne nous dit de quel genre. Alors, de toute façon, retournons à notre garçon qui ouvre les yeux dans un quartier vert paisible juste après sa régression. C'est calme, paisible et honnêtement sacrément photogénique. Il s'avère qu'il est dans sa ville natale, Renato Village. Pas seulement sa ville natale, mais la version passée de celle-ci. Il est presque 15 ans dans le passé. On dirait que Chrono a tenu sa promesse.
Gray a été renvoyé dans le temps pour une dernière chance de sauver le monde. Soudain, une douleur lancinante rampe dans sa main. Quand il regarde sa main, il remarque des blessures et des bandages enroulés autour de son poignet. Maintenant qu'il y pense, c'était l'époque de sa vie où il était essentiellement un punching ball pour Beldé et son gang. Mais avec cette nouvelle chance dans la vie, il serait plutôt pathétique qu'il finisse encore par se faire intimider. Encore une fois, il n'y a aucun moyen qu'il puisse combattre ces types de fronts. Frère est bien au-dessus de leur ligue. Avec le recul, même battre le liquidateur ressemble à un rêve. Quoi qu'il en soit, il doit trouver un moyen de gérer ces intimidateurs, sinon il est condamné à revivre la même souffrance encore et encore. On dirait que frère n'a pas de répit, ou si, il tombe juste sur les mêmes connards qu'il redoute le plus. Bien sûr, c'est Beldé et ses acolytes. Comme ils s'ennuient ces derniers temps, ils sont à la recherche de notre gars, désireux de poursuivre leur tradition d'intimidation à l'ancienne comme si c'était leur nouvelle religion. Il jette une épée de rechange à ses pieds, lui ordonnant de la ramasser. Notre garçon regarde l'épée, perplexe. Il n'a toujours pas compris ce que ces voyous manigancent. Après tout, cela fait 15 ans, donc les souvenirs sont un peu flous. Beldé, quant à lui, suppose que Gray fait semblant d'être perplexe exprès, alors il a la gentillesse de lui rappeler leur bataille simulée habituelle. En entendant cela, Gray essaie rapidement de se débarrasser de ses parasites en montrant sa main blessée. Il est reconnaissant pour l'invitation, mais, malheureusement, il ne peut pas se joindre parce que la blessure n'est pas encore guérie. Mais on dirait que frère ne peut pas se débarrasser de ces clochards à moins qu'ils ne prennent l'épée et ne se battent. Il lui assure même que les épées sont totalement émoussées, il n'y a donc pratiquement aucune chance de se blesser. Gray, cependant, ne peut s'empêcher de penser qu'une blessure est toujours possible. Peu importe à quel point la lame est émoussée, c'est toujours un morceau de fer. Un mauvais coup au mauvais endroit pourrait réserver votre aller simple pour le paradis. Eh bien, il a raison. Un léger coup sur les couilles, et vous serez plié en deux par terre dans une douleur insupportable. Mais ces gars ne semblent pas comprendre la logique derrière les paroles de Gray. Beldé prend sa position prêt à frapper. Il déteste entendre nom de Gray, alors il charge sur lui comme un taureau enragé pour commencer le duel. Texte. Gray a eu le temps de saisir l'épée, mais elle est en l'air, et Beldé est déjà en train de charger sur lui. Notre garçon trouve ridicule que ce type appelle ça un simulacre de bataille alors qu'il charge comme s'il était en colère contre sa propre mère. C'est alors que Gray se souvient de quelque chose qu'un ancien médecin militaire lui a dit. La raison pour laquelle son maniement de l'épée ne s'est jamais amélioré était due à une blessure qu'il a subie enfant. Maintenant qu'il y pense, c'est peut-être cette blessure qui a changé sa vie à jamais et l'a forcé à vivre comme un avorton. Beldé s'écrase avec sa lame, mais Gray s'estompe et esquive l'attaque. Sérieusement, même Gray lui-même est choqué d'avoir réussi à l'esquiver. Le visage de Beldé se crispe pendant ce temps d'agacement en voyant une agilité aussi impressionnante. Il lance une autre attaque, que mon gars esquive à nouveau, puis une attaque rapide visant ses pieds est également facilement évitée. Le bâtard essaie fort de toucher notre garçon. Il est comme un homme assoiffé de sang en mission, déterminé à abattre son adversaire. Mais Gray se faufile comme un ninja sous cocaïne. Au début, Gray pensait que Beldé était juste lent, mais il se rend compte que ce n'est pas Beldé qui est devenu lent. C'est lui-même qui est devenu plus rapide. Le frère esquive littéralement chaque coup comme s'il devait un loyer. Même les hommes de main de Beldé ne peuvent ignorer ce qu'ils voient. C'est comme si Gray était une personne complètement différente. Il n'a peut-être pas le corps qu'il avait autrefois, mais il a toujours les souvenirs de chaque bataille qu'il a menée. Avec toute cette expérience cartographiée dans sa tête, son corps est essentiellement en pilote automatique. Il a à peine besoin d'essayer d'esquiver ses coups. Ensuite, Gray saisit l'épée pour que ce soi-disant simulacre de bataille continue, qui ne semble plus si simulacre. Beldé se noie dans son propre ego, essayant désespérément d'écraser Gray sous sa lame émoussée, mais mon gars en a eu assez. Il balance son épée pour la première fois. La secousse soudaine de son puissant swing laisse la main de Beldé endolorie comme l'enfer. Cela montre à quel point Beldé est vraiment pathétique. Si Gray est honnête, il se sent en fait comme le perdant ici, se battant avec un tel faible. Mais il croit aussi que Beldé ne mérite pas une once de pitié. C'est le tas de merde qui a intimidé Gray, lui a enlevé son avenir et a causé toute cette souffrance. Donc, avec tout le respect que je vous dois, Gray va faire goûter à Beldé sa propre médecine. Au prochain mouvement, Gray fait tomber sans effort l'épée de la main de Beldé, le désarmant instantanément. Alors que Beldé ne peut que ressentir l'humiliation, Gray se rend compte que ce type est pire qu'il ne le pensait. Il en profite pour lancer un JAB, se moquant de l'incompétence de Beldé avec une épée. Un seul coup a fait voler l'épée de Beldé. Encore une fois, être désarmé n'est pas un gros problème. Après tout, c'est Beldé qui a insisté sur le fait que ces lames émoussées étaient totalement sûres à utiliser dans un combat. Gray devient absolument fou, balançant la lame si vite qu'elle coupe littéralement la peau de Beldé, faisant jaillir du sang. Alors que la gravité de la situation s'installe, les genoux de Beldé perdent toute force et flanchent. Attends une minute. Gray pensait qu'il utilisait une lame émoussée, alors comment se fait-il que ce bâtard ait commencé à saigner? Quand il regarde sa lame pour confirmer, il découvre que c'est bien une lame émoussée. Bien que si cela avait été une épée tranchante, ce type pourrait en fait être mort. Maintenant, ne nous laissons pas distraire de la situation actuelle.
Gray balance la lame avec précision, assommant plusieurs dents et laissant le nez de Beldé saigner comme un fou. Mon gars domine juste au-dessus de ce bâtard, lui donnant des frissons pour la vie. C'est toujours assez amusant de voir des tas de merde arrogants réduits à des gâchis sanglotants. Il semble que cela suffise à humilier Beldé pour le reste de sa vie. Oh, eh bien, il semble que j'ai parlé trop tôt. Ce bâtard n'a toujours pas appris sa leçon. Il ordonne à ses hommes de main d'attraper notre garçon et de lui botter le cul jusqu'à ce qu'il soit un gâchis total. Les hommes de main hésitent à s'avancer pour des raisons évidentes. Ils viennent littéralement de voir leur patron se faire battre comme un chien pathétique, il n'y a donc aucun sens à ce que Lali subisse le même sort même si elle a le pouvoir de l'éviter. L'un des gars suggère d'attaquer à l'unisson pour submerger Gray. Le trio passe rapidement à l'action, encerclant notre garçon de toutes les directions. Gray, cependant, est nonchalant comme jamais. Si ces gars veulent désespérément que leur souhait de mort soit exaucé, mon gars est plus que prêt. Tout le monde se jette sur lui avec l'intention d'en finir ici. Au début, Gray avait une once de sympathie pour ces clochards et avait décidé de les épargner, mais il semble qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas appris leur leçon. Il donne donc à ces gobelins des gouttières ce qu'ils méritent vraiment. Peu de temps après, leurs visages sont gonflés comme l'arrière-train d'un babouin après un massage facial impitoyable. Une fois de plus, Gray trouve ridicule que ces émojis pleurant sous forme humaine étaient autrefois son pire cauchemar. Il se souvient que ce groupe est actuellement étudiant du dojo d'escrime de Saria. Beldé admet qu'ils sont étudiants de ce dojo, bien qu'il ne l'ait pas visité récemment car ses biscuits détrempés croyaient qu'ils étaient déjà assez puissants. Eh bien, ce sont des normes assez basses pour quelqu'un qui est censé être assez fort. Non pas que Gray attende beaucoup du dojo lui-même. Il montre de l'intérêt à rejoindre le dojo, il veut donc que ses hommes de main agissent comme sa référence. Beldé refuse de répondre à la demande. Après tout, il ne peut pas imaginer les conséquences une fois que son maître découvrira qu'il s'est lamentablement fait botter le cul. Gray sait exactement comment traiter ces gars. Il balance simplement son épée pour intimider ses ventouses, faisant allusion au pire qui pourrait arriver s'il n'écoute pas. Assez curieusement, cette petite menace fait des merveilles. Beldé est non seulement humilié, mais cette raclée lui a donné la vitesse d'un guépard. Il accélère littéralement sur la route pour atteindre le dojo dès que possible, laissant même ses amis derrière lui. Un peu plus tard, ils entrent dans la ville. Pendant qu'ils marchent, Beldé exprime sa curiosité quant à la raison pour laquelle Gray souhaite rejoindre un dojo. Il s'avère que ce dojo a un créneau de recommandation pour l'académie. Notre garçon n'a pas besoin d'en dire plus car il est sûr que Beldé est assez mature pour comprendre quel est son objectif principal. L'un des gars se demande pourquoi Gray ressent même le besoin de rejoindre une académie alors qu'il est déjà assez puissant. Ces salopes ne savent pas que mon gars ne place pas la barre aussi bas. Il a sa propre définition de ce qui est suffisant. Il se souvient vivement du jour où tous les héros de l'humanité ont été massacrés comme des porcs en un clin d'œil, et c'était censé être la formation la plus forte du monde. Oubliez les héros. Même lui ne pouvait pas égratigner ce bâtard avec tout le pouvoir mystérieux qu'il avait. Seul Dieu sait combien de pouvoir sera suffisant pour vaincre ce bâtard. Bien qu'il n'ait pas été complètement désespéré à l'époque, au moment où il a obtenu ses pouvoirs sombres badass, il s'est senti comme un être omnipotent qui pouvait tout détruire. Ce qui le retenait, c'était un manque de compétences en maniement de l'épée. Il s'était appuyé sur quelques astuces qu'il avait apprises du sein de l'épée. S'il avait passé plus de temps à s'entraîner au maniement de l'épée, tout comme le sein de l'épée l'a fait, il est presque sûr qu'il aurait pu renverser le cours de la bataille à lui seul. C'est probablement pourquoi Chrono l'a envoyé ici pour se démener jusqu'à ce qu'il soit digne de manier à nouveau ce pouvoir sombre et mystérieux. Un peu plus tard, nous rencontrons le maître dont ces hommes de main parlaient. Le groupe se fait réprimander pour avoir provoqué une bagarre avec un civil au hasard. Et ce qui est pire, tout ce qu'ils ont obtenu après avoir défié ce civil, c'est une défaite humiliante. Cette femme intimidante est l'instructrice du dojo d'escrime, Seria. Beldé essaie de clarifier qu'il n'essayait pas réellement d'intimider qui que ce soit. C'était juste un simple simulacre de bataille. Le pauvre bâtard finit par prendre un coup dévastateur pour ses mensonges, un coup assez fort pour qu'il soit sur la lune avec ce billet aller simple. Ces hommes de main tremblent de terreur, souhaitant pouvoir simplement survivre à cette journée. Rien à craindre, les gars. La cascade qu'elle vient de réaliser était une petite leçon qu'elle voulait enseigner à ces imbéciles. S'ils appellent frapper quelqu'un de non armé un simulacre de bataille, alors ce qu'elle a fait compte aussi comme un simulacre de bataille. Elle pointe son épée juste au-dessus du visage de Beldé et l'expulse immédiatement du dojo. Non seulement lui, mais ses sbires le rejoignent aussi. Avec ça, ces sbires pathétiques prennent leur chef loser pathétique et s'en vont de façon pathétique. Elle se retourne immédiatement, s'assoit sur ses pieds et s'excuse auprès de sa nouvelle recrue au nom de ses anciens élèves qui lui ont causé beaucoup de problèmes. Mon gars balaie les excuses. Retour aux affaires. Elle a entendu dire qu'il voulait une recommandation pour l'académie, ce que mon gars confirme. Puisque Beldé et son équipe de second ordre lui ont causé beaucoup de problèmes, elle est disposée à écrire une lettre de recommandation pour lui. Bien qu'avant de faire ça, elle veut qu'il prouve sa valeur. Les deux concurrents se tiennent l'un contre l'autre, épée de bois à la main. Étant l'aîné, elle lui donne généreusement l'opportunité de frapper en premier, et ainsi l'échange de coups commence. Ils se déplacent si vite que littéralement tout ce qu'ils laissent derrière eux sont des traînées de silhouettes de leurs terribles frappes. Pendant ce temps,
Saria fait son travail, qui est d'évaluer les capacités de nos garçons. Elle peut dire que son maniement de l'épée est tout à fait pratique pour son âge. C'est comme s'il avait vécu d'innombrables batailles auparavant. Maintenant, il est logique que ces abrutis se soient fait botter les fesses par une seule personne. Son style est principalement autodidacte, mais de temps en temps, son jeu d'épée ressemble à ce qui est enseigné à l'académie. Cela signifie probablement que quelqu'un lui a probablement enseigné, bien que sa technique soit encore grossière. Une chose est sûre, cependant. Il a beaucoup de talent brut qui ne demande qu'à être exploité et utilisé au maximum. Elle a essentiellement trouvé un diamant brut. Maintenant qu'elle l'a évalué, elle décide de mettre fin au duel avec le dernier coup qu'elle est sur le point de porter. Mon gars se prépare et part sans effort son attaque. Cette danse macabre recommence. Le gars part littéralement chacune de ses attaques comme s'il était allergique aux dégâts. Cela incite la femme à devenir anxieuse. Le manque d'hésitation de son côté la déstabilise. C'est comme si aucune attaque qu'elle essaie ne pouvait faire vaciller sa position. Bon sang, elle commence même à se sentir agacée contre elle-même. Penser qu'elle doit tout donner dans une fausse bataille qui n'était censée qu'évaluer les capacités de ce jeune loup, elle est submergée au point de commencer à ressentir de la peur. Pendant un instant, il ressemble à une entité démoniaque sur le point de déchaîner quelque chose d'énorme. Après avoir survécu sans effort au dernier coup de notre gars, elle réalise que c'était juste un coup sauvage. Après ce coup fou, Gray commence à se sentir fatigué, et son niveau d'énergie baisse. La femme le voit bouder et le prend pour une faiblesse dans sa défense. Alors elle se jette comme un chat fougueux, seulement pour se retrouver échec et mat sur le champ. La fille de Virgile d'un autre univers est à court de mots. Juste au moment où elle pensait avoir trouvé le coup gagnant et était prête à abattre notre garçon, les rôles se sont inversés. L'épée de bois cassée frappe le sol tandis que Gray se retrouve déconcerté. Pendant une seconde, il a retrouvé le même pouvoir sombre qu'il avait reçu lors de sa bataille contre le liquidateur. Le fait qu'il ait utilisé un soupçon de ce même pouvoir signifie maintenant qu'il a toujours accès à ses capacités même après avoir régressé dans le passé. Mais alors ça arrive. Un contre-coup atroce engloutit son corps dans une telle douleur qu'il tombe à genoux. Il ne peut même pas se tenir debout tandis que Saria est alarmée par son état et veut l'aider. Même après avoir utilisé une fraction de son pouvoir, Gray réalise que son corps actuel est incapable d'exhiber ses capacités. Pourtant, il rassemble la détermination de se relever malgré le tremblement de son corps. Après lui avoir dit qu'il va bien, Gray se perd dans ses pensées, réalisant qu'il peut à peine se tenir debout, ce qui souligne à quel point il devra être efficace avec ses capacités. Il pense aussi à révéler les informations sur son pouvoir au maître d'armes expérimenté en face de lui. Saria le regarde juste, complètement perdue et confuse. Pendant ce temps, notre garçon évalue la situation avec une tête claire et conclut qu'il ne devrait parler de ce qui s'est passé à personne. Après tout, qui croirait jamais son histoire ridicule? Et ce n'est pas non plus comme s'il pouvait contrôler ses pouvoirs obscurs à volonté pour démontrer ce qu'il veut dire. Gardant cela à l'esprit, il invente une excuse innocente qu'il sait simplement surmener. Mais pour le maître d'armes, elle ne le croit pas une seule seconde, pensant à quel point il a l'air ridicule avec cette excuse. Il n'y a tout simplement aucun moyen pour lui d'avoir tranché son épée de bois alors qu'il se battait avec des armes émoussées en premier lieu. Elle se montre intelligente au point de comprendre que Gray lui cache quelque chose. La fille de Virgile pointe ce qui reste de son épée vers notre garçon, ce qui amène Gray à demander s'il y a un problème. Clairement, d'après la façon dont il gère sa réaction, elle comprend qu'il ne veut parler de rien pour le moment. Au lieu de le défier à ce sujet, elle respecte sa décision et pose des questions sur son intérêt initial à obtenir une recommandation pour l'académie. Notre garçon confirme cela, partageant qu'il a entendu dire qu'elle pouvait l'aider avec ça. Saria ne le nie pas non plus. Elle souligne qu'avec juste son autorité, elle peut l'aider à obtenir une recommandation pour l'Académie royale d'escrime, la meilleure institution éducative que le royaume a à offrir. En même temps, étonnamment, elle ne montre aucun intérêt à le recommander pour fréquenter cette institution, ajoutant que Gray est une personne inadaptée pour l'académie. Ces mots froids l'ont poignardé plus fort que n'importe quelle lame. Gray commence à se rabaisser intérieurement, doutant de ses capacités, et admettant qu'il est trop faible. Son attaque finale était la seule chose remarquable qu'il ait faite dans cette bataille. Mais attendez, Saria n'a pas fini de parler. Elle continue ses pensées, arguant qu'au lieu d'aller à l'Académie royale, le gamin devrait plutôt se diriger vers l'Académie de l'Union mondiale. Quel rebondissement! La révélation le frappe plus fort que Truck-kun frappant ses victimes Izuke. Bien que l'Académie royale soit la meilleure de leur pays, l'Académie de l'Union mondiale est la meilleure du monde entier. L'institution est considérée comme le summum de la maîtrise de l'épée. Gray est à court de mots parce que cette même Académie de magie est responsable de la production de l'équipe de combat la plus forte, y compris des personnalités comme le Saint de l'épée ami. Il confronte immédiatement Saria, se demandant s'il est même qualifié pour fréquenter une institution prestigieuse comme celle-là. Assez drôle, la fille détruit ses attentes, soulignant que tel qu'il est en ce moment, il n'y a aucune chance qu'il franchisse la porte. Le maître d'armes sait que même Gray est méfiant quant à ses lacunes, surtout en ce qui concerne son état pathétique de corps en ce moment. En ce qui concerne l'Académie royale, le gamin pourrait être capable de réaliser un miracle à cause de ses compétences à l'épée seule,
mais ce n'est tout simplement pas le cas pour l'Académie de l'Union mondiale. Alors, ouais, le mec est foutu s'il n'entraîne pas son cul. Même Saria est étonnée. Le gamin a un talent miraculeux dans son maniement de l'épée, et pourtant il a un corps de bonhomme allumette. Le doute commence à s'insinuer, faisant réellement s'inquiéter Gray des adversaires monstrueux qu'il devra affronter à l'Académie de l'Union mondiale. Ce n'est pas exactement une promenade de santé, et avec son corps actuel, c'est hors de question de toute façon. Voyant son état de tristesse, Saria souligne à quel point il abandonne vite même s'il reste 9 mois complets avant l'examen d'entrée de l'Académie. Encore une fois, étant peu confiant dans ses capacités, Gray pense que même ce temps ne sera pas suffisant pour lui. Malgré ses efforts pour essayer de l'encourager, même Saria convient que c'est trop peu de temps, mais même alors, elle lui offre une chance. Le maître d'armes veut qu'il lui fasse confiance pour les 9 mois à venir parce que pendant ce temps, elle va le faire souffrir l'enfer et retour. Ouais, quelque chose me dit qu'elle va engager David Gauguin et faire courir à ce gars 3 ultramarathons et faire 6000 tractions. Quoi qu'il en soit, Gray admet que même s'il ne veut pas souffrir, il n'a pas d'autre choix. Se déclarant prêt, il espère que le maître d'armes prendra bien soin de lui. Saria apprécie sa détermination. Au début, vous pensez probablement que c'est bon signe qu'il commence sur une note positive, mais l'atmosphère bascule immédiatement vers une peur totale alors que la fille de Virgile annonce officiellement le début de son entraînement infernal. Les épreuves atroces de Gray ont commencé. Il s'est entraîné comme Goku et a honnêtement mangé comme lui aussi. Elle le met vraiment en phase de prise de masse. Il a également dû faire face à de la nourriture discutable, mais son professeur était implacable et lui a fait tout faire. Leurs duels à l'épée ont continué de la même manière, le but étant de perfectionner ses techniques. Et puis 8 mois se sont écoulés comme ça. Félicitations à Gray pour avoir gagné son corps déchiqueté après avoir enduré ce long entraînement. Même Saria est ici pour admirer son physique. Maintenant qu'ils en sont arrivés là, elle n'a plus rien dans son arsenal à lui offrir. Il est prêt à partir dans le monde réel maintenant. Mais son attitude désinvolte déconcerte Gray car il reste encore un mois entier avant l'examen d'entrée. La fille de Virgile rappelle à notre garçon qu'il va devoir passer beaucoup de temps à voyager pour se rendre au lieu de l'examen d'entrée. C'est pourquoi il doit partir tôt. En signe de gratitude, Saria lui remet un sac d'argent, lui assurant un voyage facile, prenant en charge ses dépenses pour le mois. Voilà un vrai professeur. Quant à notre garçon, il ne se sent toujours pas bien à l'idée de partir si tôt. Son approche énergique l'attriste car il pense que son professeur le repousse comme s'il était un fardeau. Souriant à sa réponse, elle pense qu'il complique la situation. Soudain, Gray évoque la rumeur d'un nid d'ogre à proximité, ce qui alerte Saria. Il souligne également que le village est totalement dangereux en raison du manque d'agents de sécurité. Le maître d'armes confirme l'existence du nid et qu'il a été découvert récemment. En même temps, elle lui sourit, croyant que rien de mal n'arrivera. Si le pire arrive, ils devront simplement compter sur la capitale royale pour obtenir de l'aide. Bien que Gray soit inquiet, elle pense que son seul objectif devrait être de passer son examen sans pensée vagabonde. Dans son esprit, il est convaincu que son professeur lui ment, l'apaisant pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. La capitale royale n'enverra jamais d'aide à un petit village. Et lorsque le village sera attaqué et détruit par les ogres, cela entraînera inévitablement la mort brutale de Saria. Dans sa vie d'origine, il a appris qu'elle était morte en menant seule le combat. Quoi qu'il en soit, il ne lui dit rien de tout cela et accepte simplement la situation, remerciant son professeur de l'avoir aidé tout ce temps. Gray prévoit de partir tout de suite, ce qui fait sourire Saria. Elle et ses deux fortes personnalités espèrent qu'il réussira. Quelques jours plus tard, nous avons une scène où elle traverse un chemin dangereux pour se rendre au nid. Ici, des restes squelettiques d'humains sont horriblement suspendus aux arbres en guise d'avertissement. Saria essaie de localiser le nid en utilisant les informations qu'elle a reçues de l'éclaireur. Remarquant la traînée de sang devant elle, elle sait que le danger se cache devant elle. Mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, le maître d'armes est alarmé par la voix familière de son disciple. Assis au sommet de la branche d'arbre, il se demande où son maître bien-aimé se dirige si tard dans la nuit. Surprise de son apparition, elle lui demande ce qu'il fait ici alors qu'il est censé se concentrer sur l'académie. Atterrissant sur le sol, il la nargue en lui reprochant de le questionner alors que c'est lui qui devrait le faire. Elle lui a menti quand elle a dit qu'elle allait ignorer la situation du nid et laisser la capitale royale s'en occuper. Se justifiant, Saria explique que la capitale royale a refusé de venir à cause de leurs affaires personnelles, c'est pourquoi elle a pris le travail elle-même. Elle est confiante dans sa capacité à manier l'épée, croyant que quoi qu'il y ait dans ce nid, elle peut le vaincre, surtout après avoir reçu le rapport de l'éclaireur. Saria révèle que son adversaire sera un ogre d'élite, et les monstres sbires sont environ 50 créatures en dehors du boss. Elle sait que combattre les monstres sera difficile à cause de leur nombre, mais cela ne l'empêche pas d'y aller. D'ailleurs, même Gray admet qu'un ogre d'élite n'est pas fort, du moins pas assez pour vaincre une femme de son calibre. Cependant, ce qui caractérise les ogres, c'est que leur avantage unique réside dans leur intelligence et leur nombre écrasant. Avec autant d'entre eux dans ce nid, Saria va certainement mourir s'ils parviennent à l'encercler et à la submerger. En dehors de cela, notre garçon sait une chose avec une confiance absolue. En raison de sa connaissance de sa vie antérieure, laisser Saria assumer seule la mission revient à l'envoyer à la mort.
Et à la fin, le village sera également détruit sans protecteur. C'est le sombre avenir qu'il a déjà vécu auparavant. Dans cette optique, le jeune disciple demande à faire équipe avec elle, mais son maître n'est pas tendre, affirmant qu'elle se débrouille très bien seule. Au lieu de perdre du temps à essayer de la convaincre qu'elle ne suffira pas, Gray lui dit intelligemment qu'il veut acquérir une véritable expérience de combat. Il va même jusqu'à la culpabiliser, lui demandant si elle a peur qu'il devienne un fardeau sur son chemin. Bien qu'il soit intelligent, son maître souligne le ridicule de ce qu'il vient de dire. Leur différence de compétence est presque identique en ce moment au point qu'elle a du mal à le combattre pendant leur combat simulé. Même avec ce fait à l'esprit, Saria rappelle à son disciple qu'une vraie bataille est bien différente, surtout si l'on tient compte d'un nid monstrueux comme celui-ci. Cette tâche implique un immense danger, c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas que Gray risque sa vie, du moins pas avant qu'il n'ait plus d'expérience au combat. Son disciple est dévasté d'entendre sa conviction. Après tout, Saria ne changeait pas d'avis. Alors il opte pour un dernier recours, une idée qu'il veut partager avec son maître. Au début, elle est surprise jusqu'à ce que Gray la défie directement en combat, promettant de l'endormir puis de partir seul affronter l'ogre. La situation devient tendue. Le disciple vient de défier son maître à un vrai combat. Son épée pointée sur elle. Gray attend sa réponse. Réalisant que son élève est aussi têtu qu'elle, Saria admet sa défaite. Elle ne veut pas qu'il y aille seul, alors elle revient à sa suggestion précédente d'y aller ensemble. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'ils reviennent en un seul morceau, et, oui, le seul morceau est réel. Tous les deux se regroupent et s'aventurent dans la forêt pour affronter les monstres. Le chevalier vieillit, et enfin, le maître et le disciple découvrent l'emplacement du nid. Les monstres intelligents utilisent leur environnement à leur avantage. Ils ont fait un nid qui ne laisse aucune place à l'évasion au cas où quelqu'un oserait s'aventurer jusqu'ici pour les défier. Saria pense que les créatures doivent être confiantes dans leurs capacités, tandis que Gray soutient que c'est en fait plus un désavantage pour eux deux car ils devront se battre avec prudence. Observant à une distance de sécurité, elle est plutôt surprise. Le boss est introuvable parmi le groupe, ce qui lui fait se demander s'il se cache dans sa tente. Si c'est le cas, c'est bon pour eux, parce que de cette façon, ils pourront tuer de nombreux hommes de main avant que l'ogre d'élite ne puisse les affronter. Pour discuter de la stratégie de combat, Saria demande à son élève de cibler les monstres d'un côté pendant qu'elle va couvrir l'autre côté. Exécutant le plan tout de suite, tous les deux passent à l'action avec leurs épées à la main. La confrontation commence. Avant même que les monstres soient capables de comprendre la situation, la majestueuse Saria est déjà sur eux, exécutant un hit show propre, faisant un football de la tête de la créature alors qu'elle tombe au sol. Avec le premier monstre à terre, le reste d'entre eux grognent et rugissent les uns aux autres dans leur langue. Tout le groupe est enragé et passe directement en mode meurtre, préparant ses armes pour tuer les intrus. Mais peu importe car notre garçon passe en mode bête avec la façon dont il massacre la horde. Ce gars est une armée d'un seul homme, coupant transversalement plusieurs monstres à la fois. L'élégante Saria est tout de même, montrant ses compétences impressionnantes qu'elle a apprises de Papa Virgile. Les deux sont imparables. Gray et Saria se couvrent parfaitement le dos. En l'espace de quelques minutes, chaque monstre en vue est réduit à un compte de corps pour eux. D'ailleurs, elle est en fait assez impressionnée par la détermination inébranlable de Gray dans une vraie bataille. Il n'a jamais été aussi prêt, avertissant son maître de rester aussi sur ses gardes. Voici la chose, cependant. Quelque chose dans la situation lui donne un mauvais pressentiment. Ce combat a été trop facile pour eux, beaucoup trop facile, en fait. Parce que si c'est le niveau que Saria devait affronter, alors elle aurait pu tous les vaincre seule même sans son aide. Et cela l'amène à un état de malaise car quoi qu'il repose à l'intérieur de la tente, ce sera beaucoup plus terrifiant que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. En parlant de cela, la paire d'yeux menaçants de la créature brille à travers la tente sombre, le fixant de loin. La seconde où Gray entre en contact avec les yeux de la créature, il frissonne de choc. Malgré sa force, il se recroqueville et dit à son maître qu'ils doivent partir immédiatement. Même Saria ne comprend pas ce qui lui est arrivé tout d'un coup. Sans rien expliquer, il lui hurle de courir avec tellement de peur dans sa voix que Saria ne le questionne pas. Elle suit simplement ses instructions et s'enfuit juste après lui. Alors qu'il court, vous pourriez penser qu'ils vont s'échapper. Mais, non, car leur terrifiant adversaire saute littéralement des cieux avec une verticale massive. Gray est terrifié lorsque le monstre plante ses pieds dans le sol, confrontant les humains audacieux. L'expression de Saria change en choc, soulignant comment le monstre boss est personnellement venu les affronter pour une bataille. Mais alors Gray lâche une bombe que personne n'attendait. Ce n'est pas du tout le monstre boss. Juste au moment où il est sur le point de révéler l'emplacement du vrai boss, une voix monstrueuse rugit derrière eux. Ce rugissement provocateur déclenche une autre horde de créatures à leur poursuite. Le bruit terrifiant est assourdissant pour Saria, mais pour les ogres, il les a transformés en maniaques assoiffés de bataille. Saria frissonne de peur, incapable de comprendre ses propres sens. Il y a une créature plus terrifiante, plus sombre qu'un ogre d'élite, et elle commande tout le groupe. Finalement, Gray révèle qu'ils affrontent un général ogre. C'est le vrai boss du nid de monstres. Je dois vous rappeler que vous êtes littéralement pris en sandwich en ce moment. D'un côté, il y a l'ogre d'élite qui bloque leur fuite. Revenir en arrière n'est pas une option non plus car une grande horde les attend avec le vrai boss du nid.
Saria exprime son choc, sachant pertinemment qu'ils ne peuvent pas affronter un monstre comme celui-ci, même à leur niveau. Leur seule chance de victoire est de tuer l'ogre d'élite devant eux pour s'échapper. Elle fait donc exactement cela en chargeant la bête et en heurtant son arme contre la sienne. Déterminée à gagner cette bataille, elle exploite une ouverture et connecte une coupure nette contre le corps de la créature. Le sang jaillit de la coupure. Et bien que normalement cela soit censé être un bon signe, ses inquiétudes ne font qu'empirer lorsqu'elle remarque que la blessure est en train de guérir à nouveau. Pendant ce temps, notre garçon se bat contre des douzaines de monstres tout seul, partageant sa connaissance des capacités du général ogre. Apparemment, son rugissement augmente considérablement la force et la vitesse de récupération des monstres. En gros, ils affrontent un ogre d'élite sous stéroïdes. Vaincre même un ogre normal est si difficile en ce moment que même Gray a du mal. Tranchant l'un des monstres, il dit à Saria de couvrir ses arrières. Il lui demande simplement de retarder la bataille pendant un certain temps, ce qui lui fait se demander quel genre de stratégie miraculeuse il a prévu. À cela, notre garçon partage que dans une situation comme celle-ci, ils n'ont qu'un seul objectif en vue, et c'est de tuer le plus laid d'entre eux, le bâtard qui se cache derrière sa horde. La lutte pour la survie commence alors que Gray heurte son épée contre l'un des monstres, reflétant son agacement d'être entouré et pris à revers. Il dévie le coup et trouve un autre monstre enragé qui le vise. Il se fraye un chemin à travers les ennemis, se concentrant sur la création d'un chemin clair devant lui afin de pouvoir atteindre son objectif. Par négligence, cependant, il utilise tellement de force que cela brise littéralement sa lame. C'est vraiment problématique car il se retrouve maintenant sans la seule arme dans laquelle il a confiance. Il esquive le coup descendant de l'ogre amélioré et accorde la priorité à sortir son épée de rechange. Ouais, c'est le personnage principal le plus intelligent que j'ai vu depuis un moment. Avoir une deuxième épée signifie être préparé. Quoi qu'il en soit, Gray craint que sa lame ne tienne pas longtemps. Venant à son secours, son maître lui lance son épée de rechange, lui donnant une nouvelle chance de victoire. Avec les deux épées de rechange dans sa main, il a de meilleures chances de se battre. Mais même cela ne suffira pas à tuer chacun de ces monstres. Il y a juste trop de friction pour atteindre le général ogre tout en battant ses sbires. Faisant confiance à ses capacités, cet homme devient complètement fou, déclenchant une frappe super rapide sur ses ennemis. Son élan vers l'avant est brisé lorsqu'un des ogres essaie de l'attaquer. Heureusement, il esquive puis bloque rapidement l'attaque. Le combat le fatigue, mais il a quand même fait des progrès significatifs en s'occupant des monstres devant lui. Le général ogre se sent menacé et décide de lancer un deuxième rugissement monstrueux. À l'horreur de Gray, les créatures renforcées viennent de recevoir un nouveau coup de pouce en force. Ce type ne passe pas un bon moment car il a encore plus de mal maintenant à devoir s'en occuper. Gray se rend compte que le général ogre est assez intelligent pour voir à travers sa stratégie. Maintenant qu'il sait ce que l'humain essaie de faire, le général ogre continue de rugir pour provoquer ses sbires à se battre. Bloquant l'une des frappes, Gray pousse les monstres pour s'élancer directement devant. Une horde de monstres est prête à l'accueillir. Au lieu d'affronter chacun d'entre eux, il coupe efficacement ceux qui sont directement sur son chemin, mais même cela le laisse avec des égratignures et des blessures sur tout le corps. Le bain de sang l'épuise alors qu'il a du mal à se précipiter devant leur barrage incessant d'attaque. Baissant sa garde, il se fait plaquer par l'un des ogres immobilisés. Les choses semblent vraiment mal tourner pour lui car les ogres l'ont là où ils le voulaient. Heureusement, comme ils sont si enragés, ils ont perdu le sens de coopérer car l'un d'eux tranche l'un de ses propres sans réfléchir. Gray intériorise que leur stratégie est probablement d'affaiblir ses épées. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, un ogre gigachad charge un poing puissant pour lui écraser la tête. C'est une situation de vie ou de mort, et il ne peut clairement pas se laisser frapper, alors il utilise son épée pour atténuer les dégâts. Mais même alors, Bro est projeté au sol avec un lourd fracas juste à cause de la force de l'impact. Se retrouvant au bord de sa vie, cet homme essaie toujours de se relever dans son état brisé. C'est la définition d'un dur à cuire. L'attaque précédente ayant détruit son épée de rechange, il ne lui reste plus qu'une épée et des dizaines d'ogres à tuer ainsi que leur boss. Une fois de plus, la situation n'est pas en sa faveur. En fait, il est presque impossible de sortir de là. Bien qu'il ait connu une régression, il comprend parfaitement sa situation actuelle. Gray ne peut tout simplement pas gagner, pas contre autant de monstres assoiffés de sang qu'il épuise. Il décide donc de changer sa stratégie de combat, rugissant à son maître de s'enfuir pendant qu'il peut encore se faire passer pour un leurre pour sa fuite. Saria entend cela et sourit, refusant de le traiter de cette façon. Elle affronte toujours l'ogre d'élite renforcé, mais Gray ne comprend pas pourquoi elle est toujours déterminée à se battre. Il lui assure de s'enfuir car il la rattrapera bientôt après, mais Saria refuse sa suggestion, révélant horriblement qu'elle a perdu sa capacité de courir. Elle a subi une entaille importante sur sa cuisse, réduisant à néant les espoirs de Gray. Même cette approche est hors de question maintenant. Il ne reste plus d'autre chemin que de marcher vers sa mort. Brandissant sa lame avec fureur, il pense à la raison pour laquelle il a régressé. Malgré un objectif si lourd, tout est sur le point de prendre fin. Tragiquement, la dernière épée de notre garçon s'écaille et se brise également en morceaux, et pourtant il se retrouve dans le déni. Bien qu'il ait perdu son arme, Gray refuse de considérer cela comme la fin de sa vie. Si seulement il pouvait utiliser le pouvoir du futur,
la capacité terrifiante qui égalait le liquidateur et était capable de lui faire du mal. S'il peut l'utiliser même un instant, alors ces monstres seront coupés en morceaux. Visualisant fortement la sensation qu'il a ressentie cette fois-là, il charge son épée brisée, entrant dans un état méditatif. Et quand il rouvre les yeux, Gray n'est plus le même faible qu'avant. Une seule frappe sombre et brûlante éviscère les ogres, les transformant en cendres avec son épée noire brûlante. Même Saria ne comprend pas ce qui se passe. Mais il semble que notre garçon soit toujours sous contrôle, car même après avoir puisé dans ses pouvoirs sombres, il lui adresse un sourire de soulagement. Dans les secondes suivantes, Gray coupe chaque créature dans sa vue, y compris le général ogre. Même son maître ne comprend pas ce qui vient de se passer. Elle est trop occupée à devoir se concentrer sur l'ogre d'élite devant elle. Mais maintenant que le général ogre est tué, les capacités de renforcement semblent s'être estompées. Saria comprend que maintenant elle peut facilement tuer la bête car elle n'a plus aucune capacité de régénération. Utilisant une version Walmart de Judge Cut-End, elle abat la créature, déclarant que l'ogre d'élite n'est rien sans son maître. Ils ont enfin gagné. Tous les deux ont réussi à tenir tête à tous les obstacles et ont gagné le combat. Bien qu'il ait miraculeusement déjoué toute une horde d'ogres, Gray s'excuse toujours d'avoir brisé son épée. Saria lui dit que ce n'est rien comparé au fait de lui avoir sauvé la vie en échange. Elle ramasse l'épée et veut le confronter pour la technique qu'il a utilisée à la fin. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, notre garçon s'effondre au sol, complètement inconscient à cause des séquelles, laissant son maître crier son nom avec inquiétude. La perspective coupe vers l'esprit intérieur de Gray. Il s'interroge sur son environnement et ne voit rien d'autre qu'une porte flottante enchaînée devant lui. Il est confus jusqu'à ce que la porte libère le même genre d'énergie sombre qu'il utilise grâce à sa capacité. Une soudaine réalisation l'envahit. C'est son propre pouvoir. Il se demande ce qui se passerait s'il parvenait à ouvrir la porte. Après tout, il pourrait obtenir le pouvoir et se l'approprier. Déterminé à essayer, il s'avance. Mais au moment où il fait son premier pas, une sensation mortelle plane sur son corps, effrayant l'âme bien vivante qui est en lui, et ce, après un seul pas. Gray est tellement frappé par la peur qu'il se retire. Il n'a pas toutes les réponses concernant la source de son pouvoir, mais une chose lui est devenue très claire à l'instant. S'il ose provoquer l'utilisation de ses pouvoirs dans son état actuel, il ne fait aucun doute qu'il mourra. Et ce n'est pas une simple affirmation, car la sensation est si horrible qu'elle le pousse aux larmes. Du vide, une voix se faufile dans son esprit, le félicitant pour sa décision à l'instant. Avant que Gray puisse analyser davantage, il se réveille en panique dans son lit. Son maître est juste à côté de lui, heureux qu'il soit enfin réveillé. Inquiet, il demande où il est. Elle explique qu'elle l'a emmené à l'infirmerie du village aussi vite qu'elle le pouvait. Ce type a en fait été assommé pendant 5 jours entiers, et je suis tellement content que l'auteur n'ait pas dit 3 jours comme dans toutes les autres histoires. Quoi qu'il en soit, elle avait peur pour sa vie alors que Gray doit faire face au fait qu'il a dû se rétablir pendant près d'une semaine à cause du fardeau de la technique qu'il a utilisée. Même Saria pense qu'il a fait plus que le nécessaire dans cette bataille. C'était la définition du défi à toutes les probabilités. Pourtant, elle s'inquiète de l'état de son corps et demande s'il est capable de bien bouger. Pour le tester, notre garçon essaie de lever le bras, mais il ne peut rien faire. Il peut à peine l'utiliser après avoir dépensé beaucoup d'énergie. Mais dans l'état où il est en ce moment, il n'y a aucun moyen qu'il puisse tenir une épée avec une blessure comme celle-ci. En fait, il n'y aurait aucun moyen qu'il puisse jamais s'en frotter une, donc nous devons résoudre ce problème rapidement. Ensuite, il y a la contusion sur son bras après la bataille. Saria s'inquiète de son état, sachant qu'il est incapable de bien bouger son corps. Gray confirme qu'il est impuissant en ce moment. Même son maître admet que son bras ne reviendra pas à la normale de sitôt, révélant que chaque os de son bras a été brisé en morceaux. Cette révélation surprend notre garçon car, d'une étrange manière, il ne ressent aucune douleur. C'est en fait grâce au traitement de potion magique qu'il a reçu. Notre garçon est abasourdi parce que ces choses sont censées être vraiment chères, et elle vient d'en utiliser une sur lui. Saria explique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car le chef du village les a personnellement récompensés avec ça. Le gamin n'en croit pas ses oreilles. Il ne connaît même pas personnellement le chef du village, et il a reçu une potion magique à ses frais. Saria pense qu'il est obtus de ne pas comprendre sa situation, alors elle le dit en gras. Gray est officiellement le sauveur et le héros du village. Avant qu'il puisse comprendre ce qu'elle vient de dire, le chef du village fait irruption pour saluer le garçon, le remerciant pour tout ce qu'il a fait. Pour souligner la grandeur de ses pieds, le chef du village rappelle au gamin qu'un général ogre est si fort qu'il faut toute une ville pour se battre contre un seul. Ce genre de créature a menacé leur village, et pourtant, un garçon a été capable de se frayer un chemin, de tracer une voie et de tuer le monstre, assurant ainsi la sécurité du village. Pour cela, le chef du village est reconnaissant. C'est grâce aux efforts courageux du garçon et de son maître que leurs vies ne sont plus menacées. Incapable d'accepter tout le mérite, Gray soutient qu'ils exagèrent ce qu'il a fait, mais le chef du village pense que c'est lui qui minimise ce qu'il a fait. En y réfléchissant un instant, Gray réfléchit au résultat. Il pense que les paroles du chef du village sont peut-être justes. Vous souvenez-vous de sa vie antérieure? Dans cette vie, cet endroit a été réduit en cendres à cause des ogres qui l'ont pillé. C'est la signification de son accomplissement.
Le chef du village est plus qu'heureux de lui donner une longue explication sur ce qui le rend si grand. Mais pour l'instant, il se concentre sur la mission du garçon, qui est de réussir l'examen d'entrée à l'Académie de l'Union mondiale. En parlant de ça, Gray vient de se souvenir de son véritable objectif. Il est allé négligemment tuer les créatures dans le nid de monstres quelques semaines avant son examen. Avec tout le temps qui a été perdu entre-temps, il ne lui reste plus que 2 jours avant le jour de l'examen. Oh, et au fait, juste pour y arriver, il faut 3 jours entiers à pied. Sa meilleure option serait d'utiliser un cheval pour parcourir la distance à temps, mais il est fauché comme les blés et n'a pas l'argent pour s'en offrir un. Faisant une demande soudaine, il supplie le chef du village de lui prêter un cheval pour le voyage. La bonne chose est que le chef s'attendait déjà à ce que le gamin fasse une telle demande, c'est pourquoi il a déjà préparé le meilleur cheval pour ses voyages. Saria sourit, révélant que leur plan initial était de le porter même s'il ne s'était pas réveillé aujourd'hui. Certaines personnes vous soutiennent vraiment malgré vos problèmes, tout comme les amis de Gray ici, et j'espère que nous en rencontrerons d'autres dans nos vies aussi. Gray sort de l'infirmerie pour constater que tout le village rugit le nom du garçon et l'encourage pour son examen. Ils veulent qu'il fasse de son mieux, et ils n'ont pas peur de le remercier pour ce qu'il a fait. Les villageois le soutiennent même avec un sac d'argent. Tout le monde a fait un don petit à petit afin qu'il puisse postuler à l'examen d'entrée et subvenir à ses besoins à l'académie. Le garçon est éternellement reconnaissant aux villageois qui lui ont montré tant d'amour avec leur soutien. Il déclare également en plaisantant que ce sera vraiment embarrassant s'il échoue et revient. Mais Saria est absurdement confiante en son élève, soulignant que les candidats qui postulent à l'examen d'entrée ne sont pas capables de battre un général ogre par leurs propres moyens. Mais ce n'est pas la seule préoccupation. Le garçon s'inquiète pour son bras car il est toujours abîmé, et on ne sait pas quand il guérira. À cela, son maître soutient qu'il devrait utiliser son bras gauche en attendant. Même si son bras gauche est pleinement fonctionnel, c'est juste qu'il est plus habitué à son droit. Mais son professeur pense qu'avec son niveau de compétence, cela n'aura pas d'importance. Gray partage ses inquiétudes, affirmant que le niveau de l'examen d'entrée peut être écrasant pour lui au point qu'un bras l'handicapera. Mais même alors, Saria comprend que les professeurs ou les examinateurs de l'académie ont un œil aiguisé. Quand ils verront son talent, ils le sélectionneront. Le garçon monte à cheval pendant que son professeur déclare avec confiance qu'il va réussir. C'est le seul résultat possible. La remerciant pour tout ce qu'elle a fait, il promet de ne pas échouer. Se souvenant de la façon dont le village a été rasé dans sa vie antérieure, il est heureux que ces personnes aient eu une seconde chance à ses côtés. Le monde est déjà en train de changer à partir de ce moment, et il va s'assurer d'influencer l'avenir avec son nouveau pouvoir. Dans la scène suivante, notre garçon arrive enfin à destination. Regardant devant lui, il croise le regard de la grandeur de l'Académie de l'Union mondiale. Dans l'arène, l'examinateur annonce la distribution des billets d'examen. Tous les candidats resteront dans l'arène. À en juger par l'apparence, il y a un grand nombre de candidats, mais seul un petit nombre de 20 vont se réserver une place dans la classe. Ils se disputent au sujet du nombre changeant de places chaque année car, certaines années, l'Académie acceptait même 50 personnes, alors que dans de rares cas, elle n'en acceptait qu'une seule. Donc, les règles de sélection ne sont apparemment pas absolues. Quoi qu'il en soit, le professeur Ariel prend la vedette et s'avance. Elle s'adresse aux candidats et explique qu'ils devront récupérer le document qui est présenté. D'un claquement de doigts, un vortex de jaune s'ouvre, libérant de l'énergie magique et manifestant automatiquement les billets dans la main de chaque candidat. Notre garçon récupère son billet. Son numéro de candidat est 513 pour le cours d'escrime. Le professeur Ariel ajoute que leur billet ne contient que les détails les plus importants, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car le processus est le même chaque année. Elle confirme également que l'Académie ne se soucie pas de l'âge ou du sexe, de la nationalité ou de la classe de chacun. En d'autres termes, ils s'en foutent complètement que vous soyez un hélicoptère d'attaque ou non. Ils ne se soucient même pas assez de connaître leur nom. Les candidats qui sont destinés à réussir seront invités à fournir des informations supplémentaires. Mais pour le nombre total de candidats ici, cela n'a pas d'importance. Le professeur Ariel confirme même que c'est bien s'il donne un faux nom, prouvant une fois de plus que l'Académie s'en fiche. Quoi qu'il en soit, les ennuis recherchent à nouveau notre garçon car il est venu ici sans son épée aujourd'hui, et pourtant il est placé dans le cours d'escrime. Cela lui fait remettre en question la légitimité du système. Le professeur Ariel continue, déclarant de manière hilarante qu'elle a assigné à chaque personne un cours en fonction de son apparence. Je sais qu'elle est censée être perspicace ou quelque chose comme ça, mais c'est juste drôle de voir comment, il y a une minute, elle parlait de discrimination. Et puis elle enchaîne en disant ça. Ariel est d'accord pour corriger les détails du cours au cas où elle se serait trompée. Même les candidats pensent qu'il est impossible d'attribuer un cours uniquement sur la base du site, surtout quand ils sont si nombreux. Ils soupçonnent fortement que l'Académie les a sûrement examinés au préalable, c'est comme ça qu'ils savent. La possibilité de magie de lecture de l'esprit est également évoquée. Le professeur Ariel ne répond à aucune de leurs inquiétudes. Tout ce qu'elle remarque, c'est que personne ne se plaint du cours assigné. Alors ensuite, elle décide de révéler le calendrier des examens de chacun. Le détail est imprimé sur le billet immédiatement. Gray est nerveux parce qu'il est prévu qu'il passe son examen le premier jour, ce qui ne lui laisse pas le temps de laisser son bras guérir.
Ariel révèle que cet examen ne sera mené qu'une seule fois, et qu'il décidera de tout. Si un candidat est en retard, la disqualification immédiate sera la seule issue. Elle leur rappelle également que leurs horaires sont stricts et ne seront ni modifiés ni contestés sur demande. C'est une mauvaise nouvelle pour Gray qui lutte avec son rétablissement. Il supplie son corps de faire un miracle et de le guérir demain. Le lendemain arrive, et que croyez-vous? Le pauvre gars n'a même pas guéri un peu. Il n'a pas d'autre choix que de passer l'examen dans cet état. Le numéro de candidat de Gray est appelé, et il s'avance avec frustration. Il essaie de se calmer dans un effort pour rester optimiste quant à la situation. En évaluant son bras gauche, il ne semble pas avoir de problème, et il peut également bouger son bras droit s'il exerce suffisamment de force. Sa stratégie actuelle est d'observer attentivement les mouvements de l'examinateur et de découvrir une stratégie gagnante à partir de cela. Il regarde un match entre un candidat et un examinateur. Le candidat se précipite aveuglément pour attaquer, mais à la fin de son attaque, l'examinateur est imperturbable et attend nonchalamment son prochain mouvement. Le candidat traîne son épée pour une autre entaille, mais même cette frappe est impuissante. Elle est bloquée, et pas seulement ça. L'examinateur dévie sa lame avant de l'envoyer voler avec un coup final. Avec son corps frappant le sol, l'examinateur conclut le résultat de l'examen, lui ordonnant de quitter le lieu. Vous vous dites peut-être que Gray a trouvé quelque chose, mais le plus drôle est de voir comment cet homme abandonne littéralement et accepte qu'il est sur le point de se faire démolir. Son numéro est appelé pour entrer dans l'arène. Gray réfléchit à ses chances, réalisant qu'il ne peut clairement pas battre un examinateur qui a anéanti un candidat encore plus grand que lui. À l'intérieur de l'arène, notre garçon a la liberté de faire le premier mouvement. Malgré cela, il comprend parfaitement que cette bataille sera à sens unique. Même alors, il doit faire une sorte d'impression. Le combat commence avec Gray se précipitant pour frapper. Il se souvient du conseil de son maître, qui lui a dit d'utiliser tout son corps pour délivrer une entaille puissante plutôt que d'utiliser seulement ses bras. Canalisant ses conseils en mouvement, il pense que la seule façon de faire face à la perte de son bras droit est d'utiliser ses autres muscles à la place, et ainsi il délivre la première frappe, que l'examinateur esquive facilement. Même maintenant, Gray a du mal à se battre dans son style habituel. Après tout, même s'il essaie de compenser son bras droit, cela ne change rien au fait qu'il est dans un désavantage majeur ici. L'examinateur riposte en essayant de le couper. Mais à la grande surprise de Gray, l'épée se déplace beaucoup trop lentement. C'est comme s'il pouvait lire sa trajectoire sans avoir à se précipiter. Alors notre garçon bloque effectivement l'attaque avec succès, sentant toujours le poids de la force de l'examinateur derrière l'attaque. En même temps, il juge que la technique de l'examinateur n'est pas aussi raffinée que celle de Saria. Donc, s'il peut juste se concentrer sur les techniques qu'il a apprises d'elle, il y a une chance qu'il puisse exploiter une opportunité et se frayer une ouverture. Avec cette stratégie en tête, Gray se précipite à pleine force dans un effort pour submerger l'instructeur. Et l'instructeur est en fait repoussé. Sa vitesse est sa propre perte. Gray se sent devenir confiant, réalisant qu'il peut facilement abattre cet examinateur. Les paroles de son maître lui reviennent à l'esprit. Leurs lames s'affrontent une fois de plus, mais Gray submerge son adversaire avec une déviation complète, prêt à terminer la bataille avec sa nouvelle confiance.